Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, première présentation d'épreuves de la saison et on va revenir sur le Tour Down Under. On va présenter un petit peu le parcours de cette édition. Je vous dirai un petit peu le programme également sur la chaîne et puis on regardera un petit peu tout ce qui va se passer, le palmarès de cette épreuve, les coureurs, mes favoris, du côté du général, du côté des sprinters, les coureurs à suivre également. Enfin voilà, une vidéo importante, la première de la saison. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. N'hésitez pas à marquer vos favoris dans les commentaires, vos 3 favoris pour le sprint et pour le général. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas quand vous abonnez à la chaîne à rajouter la petite cloche, à regarder également notamment les présentations cyclisme, il y a les playlists qui sont disponibles et puis n'hésitez pas à aller voir EPS 2.0 et Spotify, normalement épisode en fin de semaine, nouvel épisode de EPS 2.0, il va être en cours d'écriture mais voilà, là j'ai dégagé un petit peu de temps pour pouvoir l'écrire, on va essayer même que sur cette année 2023 ce soit un peu plus régulier au niveau des épisodes. Et n'hésitez pas à vous abonner sur Spotify aussi, à EPS 2.0. On commence tout de suite. Première course de la saison. C'est toujours une course atypique, le Down Under. Déjà dans son emplacement, on est mi-janvier. Les premiers objectifs arrivent bien plus tard dans l'année. Pour les coureurs de Flandrienne, ça arrivera fin février, mars. Milan-San Remo, c'est en mars. Paris-Nice, Tirreno Adriatico, c'est en mars. Même l'UAE Tour est encore dans un mois. Donc c'est presque déconnecté par rapport au reste de la saison. C'est également la première fois depuis 2 éditions que cette course est de retour. Je rappelle qu'en 2022, cette course n'a pas eu lieu pour cause de Covid. Pareil en 2021. Et qu'en 2020, ça avait été très compliqué avec notamment les feux de forêt, pour ceux qui s'en souviennent. Donc c'est la première année depuis 2019 où on va avoir une saison complète de cyclisme avec un début de saison en janvier et une fin de saison fin octobre. Et bien ça aussi il va falloir le prendre en compte au niveau des états de forme, hein, parce que la saison va vraiment faire 10 mois alors que les années précédentes elle faisait un peu moins de 10 mois, ce qui fait que ça va être très compliqué d'avoir moins de 60 jours de course dans les pattes pour les coureurs. C'est une course qui est atypique parce que comme elle est mi-janvier, eh bien, vous avez des grosses différences de niveau entre les coureurs, notamment en Australie, qui font de cette course-là un objectif, parce que c'est la seule course à domicile avec la Cadel Evans Ocean Road Race. Et puis les coureurs qui sont surtout là pour faire du kilomètre, pour un peu se remettre en route, pour des échéances qui seront encore une fois en mars, en avril, en mai. Donc on a souvent des grosses différences de niveau dans ces courses-là, ce qui fait que la course est souvent assez débridée, ça ressemble plus à un critérium presque qu'à une course par étape classique. En plus, il y a pas mal d'étapes en circuit. Les étapes sont très courtes. Hein. La plus longue fait 150 km, 155. Hein. On va jamais très loin en termes de kilométrage. Vous avez des étapes très courtes. Donc, c'est très particulier. Et voilà, ce qui en fait une course assez atypique, assez différente de ce qu'on aura sur le reste de la saison. Et puis aussi, on a ces routes australiennes qui sont assez différentes des routes françaises. Des routes européennes. C'est-à-dire qu'il y a peu de virages, c'est surtout des routes avec des angles droits, les traversées de ville sont différentes, sont moins techniques, donc c'est aussi intéressant de ce côté-là. Je crois qu'on a bien fait la présentation, un petit peu l'introduction de cette course. On va regarder un petit peu le parcours. On va avoir donc 5 étapes plus un prologue. La première étape, donc c'est un prologue autour d'Adélaïde. Je vous ai pas mis le profil. C'est tout plat dans Adélaïde. C'est un prologue qui fait, je crois, 6 km. Particularité de ce prologue quand même, c'est qu'il se fera avec des vélos traditionnels. On n'aura pas les vélos de contre-la-montre pour des raisons de coût. Donc pour les équipes qui n'emmènent donc qu'un vélo traditionnel. Donc ça va être un prologue atypique parce qu'avec un vélo traditionnel, c'est pas la même position. Donc on pourra avoir des surprises au niveau des résultats. On aura ensuite une première étape vallonnée autour de Tanunda, un circuit. Il y aura
5 tours à faire, je crois. Non, 4 tours du côté de Tanunda et 5 passages sur la ligne. Un parcours avec une côte, le Manglers Hill, 500 mètres à 6,9%. Mais en fait, la côte est un petit peu plus longue parce que la côte totale fait 4,5 km à 3,7 de moyenne et vraiment les derniers 500 mètres sont un petit peu plus compliqués. Et l'étape fera 149 km. Ça sera une étape quand même assez longue. Brington, Victor Harbor, ça sera l'étape numéro 2. Étape un peu plus plate. Il y aura quand même le passage du Netty Hill, 2 km à 7,8%, qui sera à une 25-30 km de l'arrivée. Donc il faudra faire attention sur cette étape pour les sprinteurs de bien passer cette bosse correctement. La fin de journée devrait être plutôt plate. On aura ensuite l'étape entre Norwood et Campbelltown. Une étape très courte, 112 km seulement, avec une côte, le Corkscrew, 2 km 4 à 9% de moyenne. Donc une montée courte mais difficile. Et puis un départ en montée aussi. Ça sera la particularité de cette étape numéro 3. On aura l'étape numéro 4, Port Willunga Township. Là aussi, 133 km. C'est pas très dur sur cette étape-là. Il y aura une petite bosse pour finir. Malgré tout, on croirait que cette bosse n'est pas très difficile. On va quand même dépasser les 6% dans cette montée finale. Avec là aussi un circuit. 3 tours d'un circuit autour de Willunga. Et puis on aura la dernière étape entre Hanley et Mount Lofty, étape qui là aussi aura un petit circuit pour conclure cette course. Et 114 km pour terminer avec ce Tour Down Under. Ça sera dimanche, la fin du Down Under. Voilà, 6 jours pour se remettre en jambes du côté des coureurs. Du côté de la météo, sur la chaîne météo, la météo autour d'Adélaïde, eh bien, mardi et mercredi, le temps devrait être perturbé, 29 degrés, mais avec un petit peu de vent, notamment de sud-ouest du côté d'Adélaïde, ça sera mardi pour le contre-la-montre. Donc il faudra faire attention si les conditions changent selon les coureurs, parce qu'on sait que ça peut avoir une incidence, le vent. Et puis mercredi, peut-être un peu de pluie attendue et 20 degrés. Sinon, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, un grand soleil avec des températures qui pourraient monter jusqu'à 25-26 degrés dimanche, qui devrait être avec mardi les 2 journées les plus chaudes sur la course et un grand soleil pour finir cette course Down Under. On regarde tout de suite le palmarès de cette course. Alors encore une fois, elle existe depuis 1999. Les 2 dernières éditions n'ont pas eu lieu. Parmi les vainqueurs, on compte notamment Richie Porte, vainqueur en 2020 et en 2017. Daryl Impey avait gagné en 2019 et 2018. Daniel Teussachter, vainqueur en 2013. Simon Gerrans s'est également imposé. Martin Hemminger en 2007. André Greipel en 2008 et en 2010. Alan Davis en 2009. Et puis un Français s'est imposé, c'était Gilles Maignan en 2000 devant Stuart O'Grady, et Stuart O'Grady qui a remporté l'épreuve en 99 en 2001. Et puis on a également Simon Gerrans en 2006 et 2014 et 2016. Et puis vous avez Rohan Dennis en 2015, Michael Rogers en 2002 également qui se sont imposés. À part en 2000, il n'y a pas eu d'autres Français sur le podium de cette édition, donc en une vingtaine d'éditions, 23 éditions précisément de ce Tour de Under pour 2023. On passe aux équipes. Du côté des équipes au départ, eh bien vous avez 20 équipes. Les 18 du World Tour auxquels on rajoute Israël Première Tech et auquel on rajoute une sélection australienne. L'équipe Jayco sera emmenée par Michael Matthews et Simon Yates. Du côté d'AG2R, on aura Ben O'Connor et pour les sprints, pourquoi pas Dorian Godon. Du côté d'Astana, Luis Leon Sanchez, il y aura également Martin Lass pour les sprints et Gianni Moscon, le classiqueur. Du côté d'Abarin Victorious, Phil Boaus pour les sprints, Pello Bilbao pour le général. La Trek sera emmenée par Galopin avec également Balancini et Tiberi. Du côté de la Cofidis, on aura Brian Cocard et Victor Lafay.
Du côté de la Soudal Quick-Step, Cataneo, James Knox sera également au départ, mais pas de grand leader du côté de la Soudal Quick-Step. Du côté d'Alpecin, Caden Groves sera là. Du côté de la Groupama FDJ, Michael Storer, Paul Penwet également, et Lovan Spiti et Lorenzo Germani. Du côté des nouveaux coureurs qui viennent de la réserve. Du côté d'Ineos, Geraint Thomas sera là avec Ethan Etter et Léo Etter, les deux frères Etter. Et puis il y aura également Luc Plapp et Magnus Sheffield. Du côté d'Intermarché Circus Vanti, vous aurez Hugo Page qui sera là pour aider Gerben Tijens. Et puis on aura également Sven-Erik Bikström. Du côté de la Jumbo, on aura Rohan Dennis et Tim Van Dijk également au départ. La Movistar viendra avec Gorka Izagirre, mais pas de grands objectifs. Il y aura également Johan Jacob, mais pas de grands objectifs, je pense, pour la Movistar. La DSM viendra avec Chris Hamilton, Patrick Bevin également. Et Romain Combo, du côté du AE, on aura Jay Vine, le champion d'Australie du contre-la-montre, Georges Bennett, Mark Hirschi et Alexandro Covi. Du côté d'Arkea Samsic, on aura Elie Gebert et Hugo Hofstetter, avec également le petit Alexandro Verre et Lucas Ovian. Du côté de F, on aura Alberto Bettiol au départ, avec Mickaël Honoré aussi. Du côté de la Bora, vous aurez Jane Lay qui sera là avec Shane Archbold et Jordi Meus. Et puis Israël viendra avec Chris Froome, Daryl Impey, Simon Clark et Corbin Strong, donc une belle équipe. Et l'équipe d'Australie sera emmenée par Caleb Ewan, qui n'est pas, donc avec la Lotto Destiny, qui n'est pas présente au départ. On va regarder tout de suite les favoris. Je vous refais un petit peu le topo chaque année de mon message sur les pronostics. Ces pronostics sont à titre indicatif. Je ne suis pas responsable de votre comportement si vous décidez d'aller sur les sites de paris sportifs. Moi, je vous déconseille, parce que je rappelle que le principe de ces sites, ce n'est pas de vous faire gagner de l'argent, c'est de gagner de l'argent. Et autant vous dire qu'ils gagnent de l'argent grâce à vos pertes. C'est pas que vous gagnez. Pour les sites de paris sportifs, du côté de mes favoris au général, moi j'ai mis Michael Matthews. Je rappelle que j'enregistre aussi, nous sommes le 16 janvier, il est 13h34. On peut parfois avoir des différences au niveau de la liste des départs, notamment on a des doutes avec Geraint Thomas qui a eu une infection. Du côté des favoris au général, donc j'ai mis Michael Matthews. Pour moi, le souci pour Simon Yates, c'est qu'il n'est pas bon au sprint, et je pense qu'il y a des arrivées qui conviennent bien à Michael Matthews. Il est motivé aussi, il n'a jamais remporté, je crois, le Down Under aussi, donc voilà, je pense qu'il a envie de faire un bon résultat sur cette course. Et puis pour la course au point, c'est vrai que Jaïko pourrait avoir de l'ambition, puis il démarre souvent bien les saisons dans cette équipe. J'ai mis Alexandro Covi, même si je ne sais pas trop quel sera le leader du côté de cette formation UAE. Covi, il a un petit peu toutes les armes, alors peut-être sauf le contre-la-montre, mais c'est un prologue de 6 km, c'est court, il n'y aura pas non plus des écarts au-delà de... voilà, il n'y a pas un mec qui va coller 45 secondes à tout le monde non plus. Et puis du côté de Covi, il a les qualités en boss. Il s'est sprinté aussi, donc il a les qualités pour gagner cette course. Du côté des favoris au général, moi j'ai mis également Simon Clark, toujours bon sur le Down Under, Simon Clark. Puncher, il est en forme, il est dans une équipe qui a des ambitions. L'équipe Israël. Par contre, est-ce que ça sera lui le leader? Ils ont également Corbin Strong pour les sprints. Chris Froome a des ambitions. C'est ce qu'il a dit en interview. Donc, on verra comment ça se passera. Mais on sait que Simon Clark était plutôt en forme, notamment lors des championnats d'Australie. Et puis, Jay Vine. On ne sait pas avec Jay Vine. C'est une incertitude. Il est arrivé chez UAE. Il a remporté le titre sur le contre-la-montre. On sait qu'il a des qualités. Il est très bon sur la gestion de l'effort. Après, c'est peut-être pas forcément le terrain qui s'y prête le mieux, mais on ne sait pas. Il est en forme, Jay Vine, ça c'est une certitude. Et puis à suivre, j'ai mis Rohan Dennis. Parce qu'il l'a déjà remporté cette course, parce que Rohan Dennis là est leader, c'est l'un des rares moments de la saison où il sera leader chez Jumbo. J'ai mis Antonio Tiberi parce que pas mauvais rouleur Tiberi, et que alors chez Trek il y a aussi Baroncini parmi les coureurs à suivre, mais moi je mise plus sur Tiberi sur cette course là. Je mise pas trop sur Tony Galopin pour tout vous dire. Luc Plapp, oui, champion d'Australie quand même, Luc Plapp, c'est un parcours qui lui convient, là aussi, bon rouleur, bon dans les bosses. Chez Ineos, c'est pas Geraint Thomas qui sera le leader de cette formation, vu comment Geraint Thomas débute les saisons normalement, donc Luc Plapp, je pense, sera le leader. Et puis Bettiol, faut toujours se méfier de Bettiol.
Là aussi, ils se partageront, je pense, les tâches avec Honoré, peut-être, mais Bettiol est motivé, il l'a dit en interview, il a envie d'être performant sur les classiques flandriennes, et pour être performant sur les classiques flandriennes, eh bien, il faut déjà être un minimum en forme sur cette course du Tour de Nonder. Parmi les sprinters, j'ai mis Caden Groves, les sprinters australiens toujours là, toujours performant, et puis Chalpecin, c'est un petit peu le seul coureur important de l'effectif qui pourra jouer quelque chose. Caleb Ewan, ce qui va être intéressant, c'est de voir s'il s'en sort mieux avec le train de l'équipe d'Australie qu'avec l'équipe Lotto Destiny. Mais forcément, ça fait partie des meilleurs sprinters et il est motivé. Phil Boaos, toujours là avec la Bahreïn. Toujours des bons débuts de saison, Phil Boaos. C'est un sprinter qui est toujours très performant en janvier, février. Ensuite, ça se délite un petit peu, un peu, donc il faudra voir. Et puis, T-Sense, parce qu'avec Intermarché, il sera emmené par Hugo Page. Forcément, chez Intermarché, on a des ambitions au niveau du sprint parce qu'on n'emmène pas Hugo Page et T-Chance et Diane Smith également, juste pour faire de la figuration. Donc, je pense qu'il sera très bien emmené, le coureur belge. Je poursuis. Hop là, j'avais perdu mon icône avec les coureurs à suivre. J'ai mis Paul Penwet. Parce que je pense qu'il aura envie de se montrer et première saison vraiment complète dans l'équipe 1. J'ai mis Corbin Strong, toujours se méfier également du coureur d'Israël. Et puis Jordi Meeus, même si on pourrait se demander chez Labora si Shane Archbold est pas le leader parce que Jordi Meeus passe pas bien les côtes, c'est vraiment un de ses points faibles. Et puis que Shane Archbold, lui aussi, il a déjà couru un petit peu, donc il va être en forme. Du côté du programme télé, eh bien on n'aura pas de diffusion à la télévision parce que je rappelle que la chaîne L'équipe avait les droits, sauf que ils ont décidé de pas diffuser la course. Alors pour quelle raison, on ne sait pas. Ils doivent la diffuser en différé, ça ne sera pas cette semaine, on ne sait pas quand la course sera diffusée. C'est un petit peu extraordinaire de la part d'une chaîne de télévision d'acheter des droits sans vouloir diffuser la course. Moi, j'ai du mal à comprendre. Dans ce cas-là, laissez les droits du côté de d'autres chaînes, parce que sinon, ça peut être vraiment... je vois vraiment pas l'intérêt. Laisser les droits à Eurosport. Eurosport, ils vont bien diffuser la course. Si vous prenez des droits pour diffuser une course, c'est parce que vous avez envie de la diffuser. Si c'est pour la piquer juste à vos adversaires, je vois pas vraiment l'intérêt. Mais ils font également ça avec le Tour de Hongrie et le Tour du Portugal. C'est pas la première fois qu'ils décident de prendre des droits et de ne pas diffuser la course sur leur chaîne. Alors normalement, avec le Tour de Hongrie, le Tour du Portugal, ils diffusaient en live sur l'équipe live, mais là, ils n'ont même pas décidé de le faire avec le Down Under. Donc demain, prologue à partir de 8h30 et puis normalement l'arrivée des différentes étapes, ça sera entre 5h et 7h du matin. Nous on fera le débrief le soir. Je sais pas encore vraiment à quelle heure. Est-ce que ça sera 18h, 19h, 21h Là, je vous avoue que je ne sais pas encore parce que ça dépendra de la manière dont j'arrive à récupérer facilement les courses. Donc voilà, vu qu'il va falloir passer par des réseaux un petit peu moins habituels que d'habitude, ça peut être un petit peu compliqué. Donc, tous les soirs, débrief de chacune des étapes. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires pour ne rien louper du côté des abonnements. Et puis nous, on se retrouve donc dès demain pour faire le débrief du prologue. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.